l'arrêt politique en Italie contre une sortie de crise en Allemagne. L'Allemagne sort en fin de semaine de tractation politique, alors que l'Italie s'engouffre dans le tunnel puisqu'aucune majorité n'est éclos. Les partis traditionnels ont été balayés, laissant émerger deux entités politiques qui n'ont pour seul point commun que leur aversion pour l'Europe. Pas de quoi rassurer les marchés. Bonjour Stéphane Paris. Bonjour Claire. Premier part. Alors justement, on va en parler. C'est une grande instabilité qui se dessine en Italie. Pas de quoi rassurer les marchés, même si hier sur les marchés italiens, la chute était modérée. Voilà, pas de quoi les rassurer, mais pas de quoi les inquiéter forcément non plus. C'est vrai que comme vous l'avez indiqué en introduction, aujourd'hui il n'y a aucun parti politique qui n'est en mesure de gouverner à lui tout seul. Donc ça veut dire qu'il va forcément y avoir un jeu de négociation entre les partis pour pouvoir créer une coalition, un peu comme ça a été le cas en Allemagne. Est-ce qu'ils y parviendront? Ce n'est pas certain parce que les divergences sont assez fortes entre ces partis. Il y a aussi des questions de personnalité. La différence en Allemagne, c'est qu'il y avait Angela Merkel pour mener les négociations. Donc en attendant, le président Mattarella va certainement jouer la montre et se garder de prendre toute décision et va attendre que les leaders politiques réussissent éventuellement à se mettre d'accord. Sinon, on est plutôt pour l'instant effectivement dans une impasse politique que l'Italie a déjà connue par le passé. Donc on aura peut-être un gouvernement temporaire, peut-être qu'on aura de nouvelles élections pour essayer cette fois-ci d'atteindre la majorité. En attendant, ce qu'on voit, c'est que les marchés n'ont pas trop mal réagi. Hier, à l'ouverture, juste après les résultats, c'est vrai qu'on avait des indices, un indice italien qui avait tendance à baisser au-delà de 1% à contre-courant des autres grands indices européens. On avait les spreads entre l'Italie et l'Allemagne qui s'écartaient significativement. Et puis à la fin de la séance, finalement, on voit que les marchés se sont bien calmés déjà. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, les investisseurs se disent que c'est une situation qui n'est pas si inconnue que ça pour l'Italie, où l'instabilité politique est quelque chose d'un peu habituel. Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas un risque qui serait le scénario catastrophe, mais qui pourrait inquiéter les marchés? C'est quand même deux partis, même si le parti 5 étoiles, on ne sait pas trop, parce qu'ils ont été anti-européens en s'étant alliés avec UKIP. Aujourd'hui, c'est un peu un parti qui va au gré du vent pour ramasser plus d'électeurs, mais les deux ont quand même un côté anti-système, anti-Europe, qui pourrait faire peur au marché. Alors, c'est clairement ce qui peut inquiéter le plus les marchés, mais ce n'est pas forcément le scénario le plus probable. Donc, pour l'instant, ce que les marchés apprécient le moins, c'est le fait qu'en absence de gouvernement stable, il n'y aura pas de réforme structurelle. C'est vrai que l'Italie en a besoin, comme la plupart des pays en Europe, et donc, en l'absence de gouvernement, il ne se passera pas grand-chose de ce côté-là, ce qui était un peu dommage. Oui, parce qu'en termes de taux de chômage, l'Italie et la France sont aussi mauvais élèves. Voilà, il y a encore un peu de travail à faire. L'Allemagne, par contre, le DAX se portait très bien hier, parce que le retour d'Angela Merkel à la tête du pays a rassuré les marchés, et pas que les marchés italiens d'ailleurs. Oui, absolument. En fait, pas que les marchés allemands. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, dans la mesure où sans couple franco-allemand, c'est difficile de faire avancer l'Europe et puis les réformes. Donc là, on retrouve un peu de visibilité en Europe, ce qui peut forcément pas faire de mal au marché. Autre point rassurant des marchés, alors je ne sais pas si c'est les marchés qui n'y croient pas ou ne veulent pas y croire, la guerre commerciale annoncée par Donald Trump, même s'il a dit hier qu'il pourrait faire une exception pour le Mexique et le Canada. Mais le Dow Jones est reparti à la hausse, le Nasdaq, le S&P. Dans la foulée, le CAC a suivi et ce matin les bourses asiatiques. Donc on se rassure ou on veut y croire? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on devait s'engager dans un cycle de mesures protectionnistes à tout va, avec des représailles dans tous les sens, ça serait une très très mauvaise nouvelle pour les marchés. On a vu qu'on a eu une petite correction quand même au mois de février pour diverses raisons. Mais là, si on commence à aller sur ce chemin-là, on commence à toucher au moteur de la croissance et éventuellement des bénéfices des entreprises, via des systèmes d'inflation importés qui pourraient peser sur les bénéfices. Donc là, vraiment, on touche aux deux moteurs de la bourse. Donc là, ça pourrait avoir des conséquences très graves. Alors, pour l'instant, c'est pas forcément ce scénario-là que nous, on envisage. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump, il est arrivé à la présidence avec un programme qui est en gros America First, l'Amérique en premier, que pour l'instant, mine de rien, il décline point par point son programme, alors avec ses aspects positifs comme la réforme fiscale ou le plan de relance, avec peut-être des aspects un peu moins
positifs comme les mesures protectionnistes. C'est d'ailleurs pas les premières qu'il prend, parce qu'il y avait déjà eu des taxes sur le bois canadien ou sur les panneaux solaires et les lave-linges asiatiques. Bon, ce qu'on sait, c'est qu'il est obligé vis-à-vis de son électorat d'aller jusqu'au bout de ces mesures un petit peu populistes. Il faut bien le reconnaître. Maintenant, est-ce qu'il va aller plus loin? C'est pas certain. Pour la petite anecdote, ce qui est assez amusant, c'est que ce week-end, ils seront en Pennsylvanie pour aller soutenir un candidat républicain qui est pour l'instant en ballotage favorable, mais quand même avec des sondages très serrés. La Pennsylvanie, il faut le rappeler, est quand même un État où les producteurs d'acier notamment emploient beaucoup de personnes. Et on sait aussi que Donald Trump, avec les élections de midterm au mois de novembre, ne doit pas perdre trop de postes à la Chambre des représentants. Donc voilà, la coïncidence est assez troublante. On pense quand même qu'à un moment donné, avec son entourage, je pense quand même qu'il va appliquer ces mesures, mais qu'il n'ira pas forcément beaucoup plus loin. C'est ça surtout que les marchés guettent, c'est que si on s'arrête à l'aluminium et à l'acier, même si derrière il y a peut-être un début de représailles aussi de l'Europe sur de manière anecdotique, sur les jeans Levi's, le Bourbon et les Harley Davidson, si on s'en arrête là, je pense que les marchés pourront parfaitement faire avec. D'accord. Après, Trump s'ouvre aussi à des clivages en interne, sachant que Paul Ryan, qui est l'équivalent du président de la majorité des Républicains à l'Assemblée nationale française, a demandé à Donald Trump de revenir sur ces annonces-là. Oui, puis son principal conseiller aussi, Gary Cohn, qui a prévu ce week-end de faire venir à la Maison-Blanche des grands patrons de l'industrie, notamment automobile, ou en tout cas ceux qui sont concernés et qui seraient concernés par les hausses de tarifs. Donc il va y avoir une certaine concertation. Mais de toute manière, ce qu'il faut reconnaître aussi à Donald Trump, c'est qu'il a souvent tendance à annoncer la couleur. Et là, il ne se cache pas du fait de dire que ces mesures ont aussi pour le but de mettre la pression sur ses partenaires commerciaux pour renégocier les traités. Ça fait longtemps qu'il dit que les traités commerciaux qu'il lie les États-Unis à ses partenaires ne sont pas bons. Pour quelles raisons, il n'explicite pas, mais en tout cas, il veut leur mettre la pression par ce biais-là pour renégocier les traités. Voilà, donc message aux Mexicains et aux Canadiens, faites attention à vos négociations. C'est ça. Alors, on avait hier Stéphane Sauduteil qui nous disait que la chute qu'on a vue sur les marchés, par exemple, la semaine dernière, n'avait rien à voir avec les annonces de Donald Trump, que c'était en fait le début d'éclatement d'une bulle. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous parliez de risque d'inflation notamment. Oui, alors c'est pas vraiment notre avis. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on était parti, on avait démarré assez fort l'année 2018. Au mois de janvier, on avait des indices qui étaient, selon les zones, à plus 3, voire plus 5% aux États-Unis, même plus 11% sur certains pays émergents. Donc on a eu au mois de février une correction, mais il faut aussi rappeler que un certain nombre d'indices, alors pas les indices européens ni japonais, mais les indices américains ou émergents sont encore en territoire positif. Donc on a eu une correction qui, selon nous, est plus liée finalement à un changement de régime. Les investisseurs commencent à prendre en compte le risque inflationniste, s'habituent au fait que les banques centrales vont changer leur programme petit à petit. Alors c'est déjà un petit peu le cas aux États-Unis et ça le sera peut-être dans quelques mois en zone euro, et que l'argent facile va un peu disparaître, en tout cas va se dissiper, et qu'on va revenir à un régime où les investisseurs vont travailler un peu sans filet, et que donc ça crée un peu de nervosité. On a vu que la volatilité avait quand même fortement augmenté, elle s'était en tout cas normalisée. Là, elle s'établit entre 16 et 20%. Voilà, c'est ça. Alors qu'on était plutôt dans un cas là entre 9 et 16 pendant toute l'année, avec une tendance surtout qui allait bien au niveau de 10. Donc pour nous, en fait, on va dire que tant qu'on a les deux principaux moteurs pour les bourses, que sont la croissance économique et les profits des entreprises, tant qu'ils sont encore là, on peut difficilement, pour nous, parler de crack. On a des corrections qui, même à la limite, sont plutôt saines. Et si on regarde finalement ces deux moteurs-là, du côté de la croissance, en instantané, on est évidemment sur des chiffres qui sont très bons. Et en tendance, si on s'intéresse aux indicateurs avancés, même s'ils ont arrêté de progresser, les indices de confiance sont pour l'instant encore sur des niveaux très élevés. Et du côté de la croissance des bénéfices, aujourd'hui, sur toute zone, on annonce des croissances de bénéfices importantes. Alors plus aux États-Unis avec la réforme fiscale qu'en zone euro, mais on est encore sur une zone forte de progression des bénéfices. Donc tant qu'on a ces deux moteurs-là, c'est difficile de vraiment parler de crack. Et d'ailleurs, si on regarde juste pour terminer du point de vue financier, si aujourd'hui les indices en Europe sont en territoire négatif, c'est avant tout parce qu'ils ont été tirés par le bas par des secteurs qui sont sensibles à la hausse des taux. Donc on retrouve les télécoms, les utilities, les foncières, ce genre de secteurs. Et les cycliques sont plutôt dans le haut du panier. Donc si les cycliques sont
enfin on va dire plutôt dans le haut du panier, ça veut dire que les investisseurs pour l'instant ne croient pas forcément à un ralentissement fort de la croissance. Donc avant de se quitter, pas d'inquiétude pour vous, et vous n'attendez pas non plus avec anxiété la réunion qui va se tenir à Francfort jeudi de la BCE sur la politique monétaire? Non, alors c'est vrai que Mario Draghi, il a en ce moment un tempo qui va être difficile pour lui, hein, c'est sûr, parce qu'on a eu des marchés qui ont été fragilisés un petit peu ces dernières semaines. On a un euro qui décidément ne veut pas baisser, alors que les taux aux États-Unis, l'écart de taux entre les deux zones, voilà, ferait que ça serait quand même plus. Enfin, on pourrait penser que ça sert de support au billet vert. Donc finalement, et puis les derniers chiffres de l'inflation sont pas, enfin, pointent pas vers une accélération. Hein, donc on est à 1,2, même 1% si on regarde que l'inflation cœur. Donc on est encore loin des 2% cibles de la BCE. Donc on s'attend pas à grand chose pour jeudi prochain. Sans doute qu'il va avoir aussi du mal même à modifier son discours. Peut-être vraiment la marge pour donner quelques indications sur la fin du QE en septembre, mais c'est vraiment le maximum qu'il pourra faire. En tout cas, il n'y aura pas de mesures et très peu d'annonces phares. D'accord, donc on n'attend pas grand-chose de cette réunion jeudi. Merci beaucoup, Stéphane Paré. Merci Claire.